Bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Laura Paoli. Au nom de Savoir Polaire Canada et de Néolé, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur le Canada et l'Antarctique. Nous sommes ravis de vous proposer ce webinaire en 3 langues, l'Inuktitut, l'anglais et le français. La diapositive qui se trouve devant vous vous explique comment accéder à la fonction d'interprétation. Il suffit de cliquer sur l'icône interprétation qui est en bas de votre écran Zoom. Si vous entendez quelqu'un parler en Inuktitut, il vous suffit de sélectionner un canal de traduction pour écouter dans la langue de votre choix. Ce webinaire est le dernier d'une série que Savoir Polaire a organisée ce mois-ci. C'est la série sur l'échange de connaissances. Je vous invite à vous rendre sur notre site web pour avoir plus d'informations sur les prochains webinaires qui seront organisés. Voici le lien associé dans le chat. Nous allons enregistrer le webinaire d'aujourd'hui, alors n'hésitez pas à consulter le site web et la page Facebook de ce Polaire Canada afin d'en savoir plus sur les prochains webinaires qui seront organisés. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas également à nous faire parvenir vos commentaires en Inuktitut, en français ou en anglais. Nous vous invitons à taper votre question dans l'espace réservé aux questions-réponses en bas de votre écran. Comme vous le voyez sur la diapositive, cette icône est là, c'est l'icône questions et réponses. Nous allons répondre à cette question durant la discussion qui suivra les présentations. Je souhaite vous remercier de nous avoir rejoints, vous qui vous trouvez à travers le Nord, à travers le Canada et à travers le monde. Je me trouve à Ottawa, au Canada. Je me trouve sur le territoire traditionnel de la nation algonquine Anishinabek. Et je reconnais aujourd'hui que nous avons des participants de différents endroits. Alors, si vous vous trouvez en Amérique du Nord, je vous invite à réfléchir, à penser au territoire autochtone traditionnel sur lequel vous vous trouvez. Et dans l'esprit des webinaires que nous avons organisés sur ce partage de connaissances, nous reconnaissons la contribution précieuse des peuples autochtones, une contribution qui continue jusqu'à aujourd'hui avec leurs terres, leurs ressources, leurs compétences et leurs connaissances. Nous reconnaissons également qu'il y a eu beaucoup de mal qui a été fait de par le passé, que beaucoup d'efforts sont nécessaires pour arriver à une véritable réconciliation. Nous avons cette obligation d'apprendre, d'écouter, d'être inclusifs et de respecter nos engagements. Je vais maintenant vous présenter David Hickey, le scientifique en chef et directeur exécutif de Savoir Polaire Canada. Il est basé dans la station de recherche de l'extrême arctique du Canada, Cambridge Bay, dans le Nunavut. Ses recherches reposent sur l'écologie, les dynamiques, les impacts des changements climatiques rapides au sein d'environnements froids. Avant cela, David était le directeur exécutif du secrétariat de l'Année polaire internationale. Il a été également le président du comité scientifique international de l'Arctique et vice-président de l'initiative Sustaining Arctic Observing Networks. David, à vous la parole. Merci beaucoup, Laura. Je remercie tous ceux qui ont pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui pour ce 6e et dernier webinaire de cette série. Ce webinaire sera quelque peu différent. En effet, nous allons nous détourner de l'Arctique et nous tourner vers l'Antarctique. Je vais donc prendre quelques instants pour vous parler du rôle joué par Savoir Polaire Canada et pour les activités de recherche et de protection environnementale dans l'Antarctique. Savoir Polaire a un domaine d'activité assez large puisque notre but, c'est de faire développer les connaissances sur le nord du Canada, de diffuser des connaissances sur les autres régions circumpolaires. Par exemple, aujourd'hui, je suis en Islande. Le Canada souhaite renforcer son leadership sur les thèmes qui
qui concerne le Nord et nous avons bien entendu notre station de recherche à Cambridge Bay. Alors, pour commencer, je dirais que l'Antarctique et l'Arctique sont différents. L'Arctique se trouve au centre d'un océan, il est entouré de glace, il est entouré également de 5 pays différents. L'Antarctique, quant à lui, est un continent qui est recouvert de 2 à 3 kilomètres de glace, une glace très épaisse. Il y a aussi une glace pérenne et il y a également l'océan austral. Donc, ces deux endroits sont assez similaires. Il y fait très froid. Mais au niveau géographique, ces deux régions sont très différentes. Dans l'Arctique, en hiver, il fait généralement moins 40 et en été, il fait généralement 0. Alors que dans l'Antarctique, il fait plus froid en hiver, il fait moins 60 degrés en moyenne et en été, moins 30 en moyenne. Mais ces deux régions polaires ont un point commun, c'est qu'elles ont été impactées par des changements climatiques très rapides puisque les températures d'aujourd'hui sont très différentes de la normale. Il y a une différence de 40 degrés dans les deux régions, donc c'est assez difficile à envisager, mais je vais essayer de le faire sous différents formats. Alors en bas, vous voyez le pôle Nord et le pôle Nord, le pôle Nord et le pôle Sud. La partie rouge, c'est la différence de température entre ce qui est normal pour le 18 mars, vendredi dernier. Il y a un cycle annuel de température qui a été enregistré au fil de différentes années. Ça, c'est cette ligne verte. Et là, on parle de 3300 mètres au-dessus de l'Antarctique et la température à cet endroit était 40 degrés plus élevée que la normale. Donc ça, c'est un phénomène très rare. Il y a des changements, ce sont des changements que nous observons dans ces régions. Cela fait près d'un siècle que le Canada est actif dans l'Antarctique en menant des recherches sur la recherche verte, la géologie, la biologie. On a étudié les calottes glaciaires, les glaciers. On s'est penché également sur la météo de l'Antarctique. Et il y a également Fred, notre collègue, qui a fait partie d'une expédition de 1949 à 1952. Il est sur la photo. Et il a voyagé pendant 190 jours à travers le continent. C'est un record jusqu'à aujourd'hui. Il a joué un rôle crucial pour le traité sur l'Antarctique et surtout le rôle du Canada dans le cadre de ce traité. Alors, Canada s'engage dans l'Antarctique pour différentes raisons, pour contribuer à la science et la recherche. Nous menons des recherches basées sur des faits pour pouvoir informer les politiques, les décisions qui sont prises. Nous souhaitons comprendre le changement climatique au Canada, mais aussi dans le monde entier. Nous souhaitons ensuite partager notre expérience, nos bonnes pratiques avec nos partenaires internationaux. Et enfin, le Canada s'engage vis-à-vis d'une gouvernance basée sur des règles pour gérer les espaces internationaux. Donc, je reviens sur le traité sur l'Antarctique. Donc, l'Antarctique possède une gouvernance qui est très différente du reste du monde et le Canada est ravi de pouvoir mettre en relève ses efforts. Quels sont nos engagements passés dans l'Antarctique? Ce sont des informations de contexte très importantes pour aujourd'hui. Le Canada est devenu un membre non consultatif du traité sur l'Antarctique en 1988 et depuis, le Canada s'est engagé dans l'Antarctique à travers ses ressources, ses connaissances, pour mener des recherches avec le Comité canadien sur la recherche antarctique. À travers le comité scientifique de la recherche antarctique, nous avons ratifié le protocole sur la protection de l'environnement en 2003 et il y a eu la loi sur la protection de l'environnement en Antarctique, cette loi fédérale qui a été adoptée, sans parler bien entendu du Conseil des directeurs des programmes nationaux pour l'Antarctique, le COMNAP.
Et cette année, et plus particulièrement dans les prochains mois, le Canada va envoyer une demande pour devenir membre à part entière du traité sur l'Antarctique et du Conseil des directeurs des programmes nationaux sur l'Antarctique. De nos candidatures seront évaluées et il y aura beaucoup d'autres événements que nous organiserons dans les prochaines semaines pour marquer donc cette candidature, notre demande de devenir membre à part entière de ces entités. Et maintenant, je pense que je vais arrêter de partager mon écran et maintenant, je me tourne vers Tom Jays, qui est le directeur du comité sur la recherche en Antarctique. Je souhaiterais reconnaître avec le plus grand respect le terrain des Algonquins et je vais être bref, je vais vous parler, décrire la nature des recherches menées par le Canada en Antarctique. Et pour ce faire, je partage avec vous ma présentation PowerPoint. Bien, la première diapo montre une photo d'un Twin Otter. C'est une équipe qui assure un soutien logistique à plusieurs programmes dans l'Antarctique. Et cette photo a été prise dans le cadre d'un programme de recherche américain. Donc ça, c'est une photo typique des recherches que l'on peut mener dans l'Antarctique. Alors, il y a environ 6 ans, Savoir Polaire a organisé un atelier pour parler de la recherche sur l'Antarctique et explorer des opportunités de renforcer cette dernière. Et durant l'atelier, nous avons identifié 5 thèmes dont je vais vous parler très bientôt. Et au terme de l'atelier, nous avons fait des recherches afin d'en savoir plus sur la nature des recherches menées dans l'Antarctique. Les recherches ont montré que la recherche canadienne sur l'Antarctique, c'est une recherche qui continue de manière régulière ces 20 dernières années. Il y a eu 7 articles ces 10 dernières années. Et les Canadiens ont un certain leadership en matière de sciences sur l'Antarctique. Et alors, quels étaient les thèmes de recherche que nous avons abordés durant l'atelier? C'était des thèmes assez larges qui comprenaient une grande variété de recherches sur l'Antarctique, en passant de la géophysique, la géologie, de la calotte glaciaire. Ensuite, il y avait un thème axé vers l'extérieur qui voit l'Antarctique en tant que plateforme pour faire d'autres recherches. Donc, nous avons également donc observé donc aussi le sol, les paysages et enfin un thème encore plus large qui concerne les activités humaines. Donc ensuite nous sommes allés plus loin, plus large en étudiant le tourisme dans l'Antarctique et l'effet de l'isolement dans le cadre de recherche dans des camps isolés. Nous nous sommes penchés donc sur les recherches menées par le Canada dans le cadre de l'Antarctique, sur l'Antarctique. Alors le biote, c'était un sujet de recherche très représenté ces 20 dernières années, mais il y a aussi le thème de l'atmosphère, de la géoscience, qui était aussi très présent dans les recherches canadiennes sur l'Antarctique. Alors, aujourd'hui, je suis là, je ne peux que constater que les recherches menées par le Canada en Antarctique vont toucher des thèmes très, très larges et que cette recherche a fourni des résultats réguliers ces 20 dernières années. Et il y a beaucoup de recherches qui ont été faites, comme vous pouvez le voir par les chiffres. Et maintenant, je
vous présente nos deux invités, Anita Denatal et Dermot Antoniades. Ils font partie du Comité canadien sur la recherche en Antarctique et ils vont nous parler de la recherche. Anita va nous parler des traités sur l'Antarctique, tandis que Dermot Antoniades va nous parler des changements climatiques. Et maintenant, Anita, je vais demander au public d'insérer des questions dans la section questions-réponses. Après chaque présentation, je lirai ces questions et nous y répondrons. Il y aura cette discussion. Nous aurons cette discussion ensemble. Anita fait partie de la faculté du département des sciences de la Terre et de l'atmosphère de l'Université d'Alberta. Elle se focalise sur la science polaire et elle s'organise, elle s'intéresse également à la dimension politique, mais aussi à beaucoup d'autres thèmes. Anita, elle est membre du Comité canadien pour la recherche sur l'Antarctique et elle a participé à plusieurs comités. C'est aussi une chercheuse visiteuse de l'Institut de Tulle en Finlande. Elle a été directrice associée de l'Institut circopolaire canadien et de l'Université d'Alberta. Merci beaucoup, Tom. J'espère que tout le monde m'entend. N'hésitez pas à me faire un petit signe pour que je sois sûre que tout le monde m'entend. Merci beaucoup, Tom, pour cette petite introduction et merci à David pour son introduction et merci à toutes les personnes qui se joignent à nous aujourd'hui. J'espère que tout le monde voit mon écran. Voilà, donc bonjour depuis l'Université d'Alberta qui se trouve sur les terres traditionnelles des Premières Nations et de peuples métis. Je vais vous parler un petit peu du traité sur l'Antarctique, qui est un système juridique dans lequel participent un certain nombre de pays pour mener des recherches scientifiques. Je vais vous parler également de certaines des questions émergentes qui constituent des points de pression dans la gouvernance de l'Antarctique, notamment eu égard aux ressources marines et la protection de l'environnement. Bon nombre de ces questions émergent dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, avec l'évolution des écosystèmes marins. On voit qu'il y a des répercussions sociales, économiques et environnementales. Dans le contexte de la décennie des Nations unies pour le développement durable de 2020 à 2030, le rôle joué par l'Antarctique est d'autant plus important. Le Canada a un rôle clé à jouer. Il y a beaucoup en jeu pour protéger ses propres océans, ses propres côtes. Donc, en tant que nation polaire, l'engagement accru du Canada dans l'Antarctique sera important, non seulement pour le Canada et pour l'Antarctique, mais également pour toute la communauté internationale. Alors, pour vous présenter un petit peu rapidement le traité sur l'Antarctique et le système du traité sur l'Antarctique, vous dire déjà que c'est une région dans laquelle il y a une collaboration scientifique internationale depuis plus de 60 ans. Le traité sur l'Antarctique, il a été signé en 1959 par 12 pays qui avaient établi des programmes scientifiques. Aujourd'hui, il y a une soixantaine de bases scientifiques qui ont été établies en Antarctique. L'année géophysique internationale en 1957-1958 a joué un rôle clé pour transformer la nature des activités nationales en les faisant passer de politique économique à une collaboration organisée des recherches scientifiques en Antarctique. Il y a eu la création du comité scientifique sur la recherche antarctique
qui joue un rôle de conseil scientifique indépendant et objectif vis-à-vis des parties au traité sur l'Antarctique. Il lance, promeut et coordonne les recherches scientifiques également. La gouvernance de l'Antarctique, elle évolue, elle est passée d'un traité à un système assez complexe. Lorsque le traité a été négocié à la fin des années 50, plusieurs revendications territoriales avaient été faites par l'Argentine, l'Australie, le Chili, la France, la Nouvelle-Zélande, la Norvège et le Royaume-Uni. La base juridique de ces revendications repose sur des découvertes, de l'exploration, la science. Les États-Unis et la Russie ne reconnaissent aucune de ces revendications, mais se réservent le droit de faire valoir des revendications dans le cas où le traité sur l'Antarctique serait un jour caduc. Certaines des clauses importantes de ce traité prévoient la liberté de la recherche scientifique dans l'Antarctique, la coopération à cette fin, le fait que seules les activités pacifiques sont autorisées dans l'Antarctique, le fait que toute activité militaire ou dépôt de matières radioactives ou essais nucléaires sont prohibés. Ce traité, il suspend les 7 revendications territoriales pour la durée du traité. Il ne les reconnaît pas ou ne les conteste pas. Donc, les négociations qui ont abouti au traité sur l'Antarctique, elles ont eu lieu dans un contexte de guerre froide. Et c'est un exemple de la façon dont la science peut être utilisée comme outil diplomatique efficace. Il y a des éléments clés à la gouvernance de l'Antarctique. La suspension des revendications territoriales, l'importance de la science comme seule activité légitime sur ce continent, qui doit nourrir la gestion et la protection des ressources environnementales, et également la gouvernance sur la base d'une prise de décision par consensus. La gouvernance de l'Antarctique, elle a évolué pour répondre à de nouvelles problématiques dans l'Antarctique et au-delà. Un certain nombre de mesures et de conventions ont pu élargir la gouvernance des ressources naturelles et des activités humaines dans l'Antarctique, notamment la Convention sur la conservation de la faune et la flore marine, la Convention sur la protection des phoques, le protocole au traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement, également connu comme le protocole de Madrid. Alors, les types de membres varient, le nombre des membres augmente, 42 États sont devenus signataires du traité depuis son entrée en vigueur. Il y a 29 parties consultatives qui ont un pouvoir de décision. Et puis, il y a également des parties non consultatives, donc qui ont un rôle observateur. Les premiers signataires ont été rejoints par des nouvelles puissances comme la Chine, l'Inde. La science est la devise utilisée pour être crédible. Le niveau et l'ampleur de l'engagement scientifique est fondamental pour qu'une nation puisse avoir une influence au sein du traité sur l'Antarctique, pour qu'elle puisse maintenir son pouvoir décisionnaire. Et ainsi, les nouveaux membres doivent faire preuve d'un intérêt important vis-à-vis de l'Antarctique et pouvoir prouver d'activités scientifiques. Alors, autrefois, l'une des préconditions, c'était d'avoir une mission
scientifique. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les projets de science menés de manière coopérative sont maintenant un moyen acceptable de devenir membre. Donc ce traité, il a été signé en 1959 et l'Antarctique, l'on n'en parlait pas beaucoup. Maintenant, c'est un continent qui devient de plus en plus un enjeu d'un point de vue politique et environnemental. Ceci en raison des conséquences du changement climatique, des menaces vis-à-vis de la biodiversité polaire, le potentiel que révèle l'Antarctique d'un point de vue des ressources. Et puis, il y a également des tensions géopolitiques qui sont liées à l'évolution de l'ordre géopolitique international. Il y a également des pressions exercées par le tourisme, le trafic maritime, le fait que le nombre de touristes a beaucoup évolué, beaucoup augmenté. Le tourisme conduit à chaque saison de très nombreux touristes sur place. Aujourd'hui, il y a 41 stations scientifiques ouvertes toute l'année et 39 stations saisonnières. Les programmes scientifiques requièrent beaucoup de financement, de logistique. Donc, l'augmentation des missions scientifiques, elle amène également à des préoccupations liées aux activités humaines et à leurs conséquences. Donc, il faut permettre l'utilisation de l'Antarctique pour le bien commun. Et c'est là que le Conseil des directeurs des programmes nationaux relatifs à l'Antarctique a un rôle clé à jouer. Son rôle, c'est de élaborer, promouvoir les bonnes pratiques dans la gestion de l'Antarctique et d'accompagner la recherche scientifique dans ce continent. Alors, je sais que je n'ai que 15 minutes de temps de parole, donc je vais essayer d'être brève, mais avant de terminer, je voulais vous parler de 2 accords très importants qui sont associés au traité sur l'Antarctique et qui jouent un rôle clé pour définir l'efficacité de la coopération internationale et à quel point cette coopération internationale pourrait être efficace dans les 10 prochaines années. Tout d'abord, la Convention sur la conservation de la faune et la flore marine, qui permet de gérer, réglementer la pêche dans cette région et d'instaurer les aires marines protégées. Et puis, il y a également le protocole sur la protection de l'environnement qui permet d'encadrer l'activité minière. Donc, cette première convention sur la conservation de la faune et la flore marine, elle n'interdit pas la récolte ou la pêche, mais elle s'appuie sur une gestion durable des écosystèmes. Mais certaines espèces telles que la légine de Patagonie sont listées comme en danger. Le rôle de cette convention, c'est de couvrir un certain nombre d'habitats, d'écosystèmes, d'espèces, de les protéger et de créer un réseau d'aires marines protégées tout autour du continent. Des aires marines protégées ont été créées dans la région de la mer de Ross en 2017. L'année dernière, il a été proposé de créer 3 nouvelles aires marines protégées, mais cette proposition n'a pas été acceptée. Elle s'est vue opposer un veto par la Russie et la Chine.
Et même si tous les membres de la Convention avaient donné leur accord en 2009 pour que des aires marines protégées soient créées. Alors ici, je voulais vous montrer une photo du glacier Canada pour vous présenter un peu le contexte d'un autre accord très important associé au traité sur l'Antarctique. Et il s'agit donc du protocole sur la protection de l'environnement, le protocole de Madrid. Ce protocole, il souligne le principe selon lequel l'Antarctique doit être considérée comme une région protégée qui ne doit être utilisée qu'à des fins pacifiques. Il faut que ce continent donc soit préservé à des fins scientifiques. Les parties au traité ont négocié de 1977 à 1988 les réglementations de l'industrie minière en Antarctique. Mais ces négociations de réglementation des activités liées aux ressources minières, elles n'ont pas abouti. Et cela au moment où le traité sur l'Antarctique approchait son 30e anniversaire et pouvait être passé en revue. Alors, c'est là qu'entre en jeu le protocole sur la protection de l'environnement. Toute partie consultative peut demander à ce que ce texte soit réexaminé au-delà de 2048. À partir de là, les parties ont 3 ans pour ratifier ou modifier le protocole. Et donc, en 2048, s'il est demandé de réexaminer le protocole et qu'au bout de 3 ans, un nouveau protocole n'est pas ratifié, une partie peut se retirer du protocole. Et donc, même si le traité sur l'Antarctique a une durée illimitée, il y a des clauses qui permettent de réexaminer le traité une fois qu'il a été en vigueur pendant 30 ans. Pour l'instant, il n'y a pas eu de conférence de réexamen du texte. Mais il est impossible de savoir comment va évoluer l'économie mondiale en 2048, quand il y aura un réexamen, quand ce sera possible. Peut-être que la démographie, à ce moment-là, demandera à réévaluer la portée de ce protocole. Mais il faut que la gestion de l'Antarctique s'appuie sur la collaboration internationale et le partage des responsabilités, l'envie de protéger l'environnement et l'avenir de la planète. C'est pourquoi il est fondamental que le processus de coopération, de collaboration, l'échange d'idées, la mutualisation des ressources entre toutes les parties au traité se poursuivent et soient consolidés. Je vous remercie de votre attention et j'espère que je m'en suis bien tenue à mes 15 minutes. Merci beaucoup. Nous avons quelques questions déjà de la part du public, mais je propose qu'on les garde pour la discussion d'après. Nous allons passer à notre prochain intervenant, Dermot Antoniades. Il est professeur agrégé au département de géographie et au centre d'études nordiques de l'Université Laval à Québec, où il est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les environnements aquatiques et la qualité de l'eau. Il étudie les lacs et leurs archives sédimentaires afin de comprendre les effets des changements climatiques et des processus anthropiques sur les environnements d'eau douce à court et à long terme. Ses recherches sont fortement axées sur les régions polaires avec des projets en cours dans l'extrême arctique canadien, la péninsule antarctique et le Groenland. Vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Bonsoir, en fonction d'où vous trouvez.
Je me trouve moi-même à Montevideo, en Uruguay. Alors, aujourd'hui, je m'exprime en tant que membre du Comité canadien de recherche antarctique. Je vais vous parler de certains travaux de recherche que j'ai menés avec des étudiants et des collègues. Je vais vous parler un petit peu de mon parcours et de comment le Canada participe à des travaux de recherche avec différents pays en Antarctique. Alors, un petit peu de contexte. Alors, je pense que vous le savez, le continent de l'Antarctique est un continent d'extrême, très froid, très venteux, très sec. On a tendance à le séparer en deux, avec l'est de l'Antarctique et l'ouest de l'Antarctique, où se trouve la péninsule antarctique, qui se trouve à peu près à 900 km de la pointe méridionale de l'Afrique du Sud. Alors, pourquoi étudier l'Antarctique? Eh bien, l'Antarctique joue un rôle clé au niveau international, comme l'a dit ma prédécesseuse. Pour moi, il y a beaucoup de similitudes entre les écosystèmes de l'Arctique et les écosystèmes de l'Antarctique pour ce qui est des conséquences du changement climatique, les conséquences des activités humaines. Donc, je trouvais intéressant de voir quelles sont les difficultés communes auxquelles sont confrontées ces deux régions. Voici quelques données sur le climat. Vous voyez à droite des températures, des mesures de température. Alors, comme je l'ai déjà dit, ou comme on l'a déjà dit, l'Antarctique est en train de se réchauffer, notamment la péninsule antarctique. Et au début du XXe siècle, est-ce que vous voyez ma petite flèche, le curseur de ma souris? Donc, comme je le disais au début du XXe siècle, il y a eu une petite pause dans cette tendance de réchauffement. Et ces 6 dernières années, nous sommes revenus à cette tendance à la hausse des températures qui était caractéristique du XXe siècle. Comme vous pouvez voir, les températures varient beaucoup d'une année à l'autre, ce qui est surtout vrai pour l'ouest de l'Antarctique, où les températures seraient liées à l'épaisseur de la glace de mer, en tout cas de ce côté de la péninsule. Voilà une carte qui montre les différentes stations qui se trouvent tout autour à travers l'Antarctique, et je souhaiterais surtout attirer votre attention sur la concentration des stations dans les îles Shetland du Sud et sur la péninsule de l'Antarctique. Alors, je ne vais pas vous donner plus de détails sur qui fait quoi où, mais nous avons 2 solutions. Soit nous choisissons la région de l'Antarctique dans laquelle nous souhaitons faire des recherches, et là, nous collaborons avec le pays qui se trouve là-bas, ou bien nous avons des contacts avec des chercheurs d'un pays spécifique, et cela va déterminer à quelle région nous aurons accès. Alors, pour ma part, je me suis rendue donc dans les îles Shetland du Sud dans le cadre d'un projet espagnol en Antarctique en 2006. On vous a déjà dit qu'il y a de plus en plus de touristes qui viennent visiter l'Antarctique. Nous avons dépassé les 7200 avant la pandémie, et il y a aussi 10 000 chercheurs par an qui donc se rendent chaque année sur l'Antarctique. En Antarctique, si vous regardez la carte à droite, vous pouvez voir le nombre de personnes qui se rendent en Antarctique chaque année, les chercheurs et les touristes. Et comme vous voyez, la plus grande partie des touristes se rendent sur la péninsule antarctique. Donc, en résumé, la péninsule antarctique est touchée par les changements climatiques,
est concerné par les recherches scientifiques et par le tourisme. Donc, il y a beaucoup d'activités sur la péninsule antarctique. Je suis un paléolimnologue. Cela signifie que j'étudie les changements environnementaux. Je fais des études sur des sédiments. Donc, je vais prendre des échantillons des sédiments. Nous observons les microfossiles. Nous étudions les propriétés physiques de ces sédiments et nous utilisons ces informations pour avoir des infos, d'autres infos sur le passé, sur les changements qui se sont opérés à travers le temps. Et aujourd'hui, au centre de ma présentation, figureront les îles Shetland du Sud vers le nord. Alors, il y a tout d'abord l'île de la Déception. C'est un volcan. Vous voyez, il y a un cratère au centre. Un peu plus au nord, il y a l'île de Livingstone avec la péninsule de Byers. Et vers le nord, il y a l'île du roi George et la péninsule de Fildes. Et comme vous le voyez, ces îles sont pour la plupart couvertes de glace, à quelques exceptions près. Rendons-nous donc tout d'abord sur la péninsule Byers. Cette péninsule est une aire protégée spécifique en Antarctique. Les touristes ne peuvent pas s'y rendre. Pour s'y rendre et y étudier, il faut avoir une autorisation. Pourquoi est-ce que c'est une aire protégée? Parce qu'il y a de nombreuses espèces, des phoques, 3 espèces de pingouins. D'autre part, cette région comprend également des fossiles, des vestiges d'anciens temps. Il y a donc sur cette péninsule un lac, c'est l'une des plus grandes réserves d'eau douce, c'est l'une des principales raisons pour laquelle cette péninsule est une aire protégée. Il y a un campement espagnol sur cette péninsule qui est là pour faire des recherches. Je souhaitais tout d'abord vous présenter plusieurs études et la première concerne le recul des glaces. Donc, si l'idée derrière tout ça, c'est que si nous savons quand un lac s'est formé, eh bien, nous aurons plus d'informations. Nous étudions le paysage à travers différents lacs. Et donc, je travaille avec mes collègues espagnols et portugais et nous nous rendons dans différents lacs sur la péninsule afin de déterminer la date de formation de ces derniers. Ce que nous faisons, eh bien, nous essayons de reconstituer des séquences post-glaciales et nous essayons de remonter jusqu'au til glaciaire. Et ensuite, nous avons fait une datation au radiocarbone et nous avons nous sommes remontés jusqu'à l'époque où les lacs n'étaient que des glaciers grâce à ces sédiments. Et cela nous permet de connaître l'âge de différents lacs et nous interprétons certaines caractéristiques du paysage avec des collègues espagnols et portugais et cela nous permet d'en savoir plus sur le recul des glaces à travers le paysage. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais comme vous pouvez le voir sur les différentes photos, elles représentent le recul des glaces à différents moments de l'histoire. Et quelquefois, on va plus loin, on veut plus d'informations sur la température. Donc, ces 2 tableaux portent sur des sédiments et chaque point bleu correspond à une datation au radiocarbone, ce qui nous permet d'établir un lien entre l'âge des sédiments
et entre les sédiments et le moment de la formation du lac. Nous essayons donc de faire nos mesures en millions d'années. Et donc, nous avons prélevé des carottes de sédiments et diverses analyses ont été effectuées par nos collègues et en retour, ils nous ont fourni plusieurs informations sur le climat. Mais ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, ce sont des résultats obtenus d'une collaboration avec des collègues français. Ils ont utilisé des biomarqueurs qui permettent d'obtenir des températures passées. Donc, vous le voyez, au milieu, il y a une courbe orange. Il s'agit de la température qui a été mesurée pendant des centaines d'années sur la péninsule Bayers. Et ce graphique nous montre qu'il y a eu une période très chaude, il y a 4000, 6000 ans, qui a été suivie d'une période froide. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons également un graphique qui va nous montrer la position des westerlies dans l'atmosphère australe. Et ce graphique montre qu'il y a une correspondance entre les westerlies et la variation des températures. Lorsque les westerlies vont au sud, il y a des températures plus élevées dans la péninsule de Byers. Et lorsque les westerlies vont au nord, comme vous voyez, les températures sont plus froides. Donc, cette explication était assez brève, mais cela peut vous donner une idée des recherches que nous menons. Je souhaitais également vous présenter un deuxième cas, celui de la péninsule Fildes. Il s'agit de la région sans glace la plus grande de l'île du Roi-George. Il y a toujours des êtres humains sur cette péninsule. Ils sont rassemblés dans des stations, des campements. Il y a une station qui a été établie en 68. Il y a beaucoup plus de gens en été qu'en hiver. Et je vais passer donc brièvement sur ces diapos. Cette diapo va montrer l'occupation humaine. Vous voyez les campements des différents pays. Puis ensuite, il y a eu un aéroport qui a été mis en place. Des infrastructures de transport ont ensuite été ajoutées et au départ, il n'y avait rien. Ce paysage était intact et maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, on voit des véhicules qui libèrent des émissions de CO2, on voit des chantiers de construction de routes, on voit également des exemples d'impact humain. Il y a des déchets que l'on retrouve donc dans le paysage et qui quelquefois sont incinérés. Il y a également des réservoirs et d'autres infrastructures. Et ce que vous voyez en arrière-plan, ce sont les lacs. Nous avons étudié 5 lacs impactés et il y a eu 2 lacs témoins qui ne montrent que très peu, voire pas d'impact humain. Et voici les sédiments laminés à gauche, Montsy, Hotel et Las Estrellas. Les 2 derniers se trouvent dans la zone impactée à côté de l'aéroport. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus, qui porte sur les 3 échantillons, mais je souhaiterais vous parler d'une analyse statistique qui montre des tendances. Il s'agit d'un résumé des changements qui ont été observés au sein de la communauté. Rappelez-vous, nous avons vu un fort impact des changements climatiques ces 50-60 dernières années et pour
pour donc venir étayer cette déclaration, nous sommes mis à observer les métaux, les déformations. Donc, vous voyez à gauche, le Monty n'a presque pas de changement, tandis que Hôtel Hélas et Treya montrent un changement, une modification. On voit qu'il y en a de plus en plus dans nos lacs de ces métaux et les 3 courbes à droite montrent qu'il y a eu des changements, il y a eu des déformations et elles représentent une réponse de stress, de contrainte des métaux. Et nous avons également remarqué plus de déformations dans les derniers sédiments. Alors, quel est le lien avec les activités humaines? Comme vous le voyez, la courbe commence en 1900 lorsque la base a été établie. Alors, c'est très difficile de déterminer combien de gens sont ou étaient sur la péninsule à quelque moment que ce soit, mais ce que l'on peut voir, c'est que durant la période humaine, il y a eu des changements dans les lacs qui sont liés aux activités des êtres humains dans les campements et à travers les transports. Il y a d'autres projets qui sont en train d'être menés par des étudiants et nous essayons donc de déterminer comment est-ce que les changements observés sont liés aux activités humaines avant de terminer ma question et comment est-ce que les Canadiens font de la recherche en Antarctique. Alors ça, c'est mon histoire. Je me suis retrouvée au sein d'un projet espagnol avec des collègues portugais. Nous avons pris des échantillons grâce au soutien des programmes de l'Uruguay, de l'Argentine. Nous avons également collaboré avec des pays tels que le Royaume-Uni et nous avons également eu du soutien logistique de l'Uruguay. Nous avons collaboré avec des scientifiques de tous ces pays, d'Espagne, de France. Et pour conclure, cette semaine, il y a un de mes étudiants, un doctorant, qui est revenu d'une expédition. Il travaille dans le cadre d'un projet qui est soutenu par la Turquie. Donc, nous participons à des projets de recherche du monde entier et je remercie, pour finir, tous les différents instituts qui sont venus m'aider dans mes recherches. Merci beaucoup. Merci pour cette diapo. La diapo précédente qui montrait tous ces drapeaux qui montrent bien qu'il y a énormément de pays qui œuvrent en Antarctique. Nous avons reçu plusieurs réponses dans la section questions-réponses. Première question, pourquoi est-il dans l'intérêt du Canada de devenir un membre à part entière du traité antarctique? Est-ce que Anita souhaiterait répondre? Bien sûr. Et j'espère que comme ma présentation l'a montré, l'Antarctique revêt une importance internationale. L'environnement antarctique a un impact considérable à travers le monde et le reste du monde a un grand impact sur l'Antarctique. Voilà pourquoi il est crucial pour la communauté internationale de s'engager pleinement dans la gouvernance, la gestion de l'Antarctique. Voilà pourquoi est-ce que le Canada doit être présent sur le front antarctique. Merci Anita. Il y a une autre raison très pratique dont on m'a fait part. Il y a beaucoup d'activités touristiques en Antarctique. Il s'agit d'entreprises touristiques canadiennes qui sont très actives et est-ce que donc le Canada a un statut de membre consultatif, il n'a pas de droit de vote, donc ça, c'est une réponse très pratique que je viens de vous fournir. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires?
Alors brièvement, le Canada s'est engagé vis-à-vis du reste de la communauté internationale pour atténuer le changement climatique, notamment dans la région polaire, pour, étudier l'impact du réchauffement climatique dans cette région et cela nous permettrait également de, mieux comprendre l'impact de nos stratégies d'atténuation et donc ce statut, de, membre nous permet de participer directement et de participer aux décisions. Alors nous apportons déjà notre contribution, mais nous devons renforcer notre engagement. Merci. Et maintenant, une question intéressante. Quelles sont les sanctions lorsque l'un des outils juridiques n'est pas respecté? Alors, c'est une excellente question. D'un point de vue des activités en Antarctique, en fait, ce sont tout particulièrement les membres du traité sur l'Antarctique qui sont soumis à une réglementation qui encadre leurs activités sur le continent. Donc, pour ce qui est d'une sanction en cas d'enfreinte à ce traité, en fait, ça viendrait des agences nationales des parties signataires du traité sur l'Antarctique. C'est une question intéressante. On ne l'avait jamais posée auparavant. Or, la nature du traité sur l'Antarctique se concentre sur la collaboration scientifique et s'appuie sur la bonne volonté. Alors, je ne sais pas vraiment à quelle fréquence ce type de problème se pose. Une autre question a été posée. Comment est-ce que le tourisme est géré dans cette zone, dans cette région? Alors, via la législation qui a été adoptée, je crois, en 2003 par le Canada, David en a parlé au tout début du webinaire, pour que les entreprises canadiennes puissent avoir des activités en Antarctique, elles doivent demander des autorisations, des agréments. Donc, cela contribue déjà à encadrer cette activité. Et puis, si mes collègues souhaitent également répondre à la question. Oui, il y a, lors de la réunion consultative du traité sur l'Antarctique en 2011, il y a des lignes directrices qui ont été adoptées et les entreprises touristiques, lorsqu'elles se rendent en Antarctique, elles doivent se conformer à ces lignes directrices. Il y a également une organisation, l'IATO, l'Organisation internationale des voyagistes dans l'Antarctique. Elle doit coopérer avec les agences au niveau national pour veiller au respect. Les voyagistes nationaux, ils doivent également être membres de cette organisation internationale des voyagistes en Antarctique lorsqu'ils souhaitent organiser des activités touristiques en Antarctique. J'espère que ça répond également à la question. Alors, d'expérience, j'ai passé un certain temps à McMurdo, une station américaine en Antarctique, et il y a eu plusieurs formations organisées sur la façon dont on doit se comporter lorsqu'on est dans cette base et également au dehors. Et on prenait ça très au sérieux. Dermo, qu'en pensez-vous d'après votre expérience dans la péninsule antarctique? Peut-être
eu égard aux problématiques que cela soulève d'un point de vue environnemental? Alors, j'ai travaillé avec différents programmes et il y a eu des formations, on nous a donné des consignes de conduite, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est vrai que dès qu'on s'éloigne de la base, qu'on se retrouve tout seul, on est tenté de prendre des photos à côté d'animaux, donc ça peut être problématique. Pour ce qui est de la pollution, des nuisances, d'un point de vue des paysages, on en a conscience, on essaie d'en être conscient le plus possible. Mais je pense que les problèmes, ils sont plutôt liés aux activités un petit peu plus marquantes comme les infrastructures, les déplacements, la logistique. Merci. Alors, dernièrement, vous avez dit que vous travaillez à la fois en Antarctique et dans l'Arctique. Alors, comment est-ce que, il pourrait y avoir un échange, justement un dialogue entre la recherche dans l'Arctique et dans l'Antarctique? Eh bien, tout d'abord parce que les méthodes de recherche, appliquées, d'un côté ou de l'autre, restent valables. Et puis, on essaie donc d'évaluer, l'impact des activités humaines, voir, les conséquences. Et en fait, les écosystèmes, de l'Antarctique, et les conséquences du changement climatique là-bas sont assez semblables à la situation, dans l'Arctique canadien. Donc, en faisant des recherches dans l'Antarctique, on peut peut-être faire moins d'erreurs, on peut peut-être mieux comprendre comment les écosystèmes, pourraient être touchés par nos activités. En fait, il y a vraiment beaucoup de parallèles, beaucoup de similitudes. Moi, je travaille sur des, lacs qui présentent les mêmes conditions de froid. Et en fait, dans les 2 cas, dans les 2 régions, on voit des lacs qui, au départ, étaient totalement intacts et qui, petit à petit, commencent à être, affectés par les activités humaines. Il y a une autre question posée par Peter Williams. Si, la, candidature du Canada, pour devenir, pleinement membre du traité sur l'Antarctique est acceptée, je me demande s'il y aurait des possibilités d'échange entre les, autochtones, de l'Arctique et de l'Antarctique et des activités de renforcement des capacités comme avec les Maoris, en Nouvelle-Zélande qui, sont très actifs dans la recherche en Antarctique. Oui, c'est quelque chose qui, est très intéressant et que nous souhaiterions explorer, envisager, dans les années à venir. En tout cas, il y a vraiment un fort intérêt manifesté par, le Canada et par la Nouvelle-Zélande en ce sens. Merci beaucoup. Et il y a également, 2 autres questions dans, la partie questions-réponses, mais nous sommes déjà en retard. Donc peut-être que nous allons poser juste ces 2 dernières questions et ensuite, nous passerons à la conclusion. Donc, une question de Timothy James. Alors, je suis un scientifique polaire spécialisé dans l'Arctique. Euh, je trouve que c'est très intéressant de savoir quels sont les engagements du Canada dans les travaux de recherche en Antarctique. Je comprends, l'importance de, la participation du Canada dans la gouvernance et les recherches en Antarctique, mais j'aimerais savoir ce que vous pensez de la possibilité qu'il y ait un risque, que le Canada, vraiment se concentre davantage sur l'Antarctique et que cela détourne des financements, de ce qui est nécessaire au Canada. Alors, ce n'est pas la première fois que cette question est posée. C'est une question importante. Nous avons une région arctique très vaste et donc, il y a des préoccupations quant au fait que nous ne ferions pas tout ce qui doit être fait déjà dans l'Arctique. Mais il faut comprendre que l'environnement a changé déjà avec la création de la station canadienne de recherche dans l'extrême arctique. Il y a vraiment des capacités, des investissements constants dans la recherche dans l'Arctique.
et on voit à quel point c'est important pour le gouvernement. La recherche dans l'Arctique, elle est plus aboutie, plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été. Donc, pour ce qui est de l'Antarctique, de notre engagement en Antarctique, il ne faut pas simplement regarder les coûts, mais les avantages. Il y a une communauté de recherche polaire très vaste, très grande. Il ne s'agit pas juste des Canadiens qui vont là-bas avec leurs connaissances. Certes, nous apportons nos connaissances basées sur notre expérience arctique, mais nous apprenons également des autres et nous revenons chez nous avec ces connaissances et nous pouvons donc avoir un impact. Donc, nous avons un intérêt, un engagement à mieux connaître l'évolution de la calotte glaciaire et ceci peut être répliqué également dans la recherche dans l'Arctique canadien. Donc, moi, j'essaie de voir justement comment l'évolution de la calotte glaciaire antarctique va avoir un effet sur le niveau des mers. Donc oui, en fait, il s'agit de savoir comment l'Antarctique peut avoir un effet sur le système de manière plus large. Donc, cela, notre engagement en Antarctique, il va avoir un effet de manière directe ou indirecte sur nos recherches au Canada. Damo, si vous souhaitez ajouter quelque chose? Alors oui, je dirais que c'est une question qu'on a déjà entendue et je pense que, en fait, il faut se dire que ce n'est pas forcément tout ou rien. Ce n'est pas parce qu'on étudie en Antarctique qu'on n'étudie pas en Arctique. On peut vraiment faire les deux. Moi, c'est ce que je fais et c'est ce que font bon nombre de mes collègues aux quatre coins du monde. Donc, je ne vois pas en quoi le fait de mener des recherches en Antarctique détournerait notre attention de l'Arctique canadien. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit tous les deux. Il y a vraiment un aspect complémentaire des recherches menées en Antarctique et en Arctique. Il est important de pouvoir s'appuyer sur les disciplines de recherche menées dans les deux régions qui peuvent vraiment se renforcer mutuellement. Merci beaucoup. Et une toute dernière question qui vous est adressée. Anita, selon vous, quel est l'avenir de l'exploitation minière en Antarctique? Alors, je propose qu'on y consacre tout un autre webinaire. En fait, c'est difficile à dire à l'heure actuelle parce que il y a beaucoup d'éléments en jeu, ce qui peut être fait d'un point de vue technologique. Est-ce qu'il y aura des activités qui sont respectueuses de l'environnement ou pas? C'est très difficile de dire ce que nous réserve l'avenir, mais ce que j'espère, c'est que ce qui sera fait de manière à respecter l'environnement. Tout à l'heure, je vous ai parlé des négociations sur la convention sur les activités relatives aux ressources minérales de l'Antarctique et le fait qu'il s'agissait d'avoir des lignes directrices en cas d'activité de ce type en Antarctique. Et donc, l'idée, c'était vraiment de faire en sorte que ces activités, si elles aient lieu, elles soient menées de manière à ne pas avoir d'effet négatif sur l'environnement. Mais il va falloir être réaliste à un certain moment, peut-être pas maintenant, peut-être dans 50 ans. Il est possible qu'un jour, il y ait une exploitation minière, mais il faudra que ce soit fait de manière très responsable et il faudra voir si le Canada doit s'engager.
Le Canada est un pays qui a un parcours scientifique très abouti, qui a une expertise, qui a des savoirs. Donc, il s'agira de voir si le Canada doit être mobilisé justement dans la façon de gérer ces ressources. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être dites sur ce sujet. Ça pourrait faire l'objet d'un webinaire. Merci beaucoup. Je suppose que ça fait partie de ces questions pour lesquelles il n'y a pas de réponse. Sur ce, je tiens à vous remercier tous deux pour votre présentation, pour votre participation à cette discussion. Merci à toutes les personnes ici présentes qui ont pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Et je vais rendre la parole à Laura pour quelques mots de clôture. Merci encore à toutes et tous. Merci beaucoup. Merci. Et Anita, je vous laisse le mot de la fin. Merci Tom d'avoir modéré la discussion d'aujourd'hui. Vous êtes le président du comité canadien sur la recherche antarctique. Vous avez une telle expérience. Je pense que vous étiez vraiment la personne la plus adaptée pour modérer la discussion d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Notre série de webinaires Savoir polaire touche à sa fin aujourd'hui. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. J'espère que nous pourrons organiser d'autres webinaires de ce type par la suite. Peut-être que nous pourrions avoir un webinaire sur le futur de l'exploitation minière en Antarctique. Anita? Nous avons parlé lors des précédentes discussions des savoirs autochtones et des détenteurs de savoirs autochtones étaient parmi nous et j'ai vraiment apprécié la possibilité d'avoir ce type de format de webinaire. Pour votre information, les 6 webinaires de cette série de savoirs polaires ont été enregistrés. Les enregistrements seront publiés sur YouTube, mais également sur d'autres sites web. Je vous invite à consulter le site web de Savoir polaire. Accordez-nous un petit peu de temps qu'on mette tout à jour. Il est également possible qu'on publie des informations sur notre page Facebook. Voilà. Et puis, vous y trouverez également des informations sur les autres événements à venir. Merci encore. On va s'arrêter là et puis je vous remercie. Bonne journée. À bientôt.